Très tôt le matin, nous quittons notre navire, destination le delta du Mékong. Le long de la route défilent les rizières. De nombreuses tombes sont implantées sur les propriétés. Une coutume ancestrale autorise les paysans à être inhumés sur leurs terres. La culture du riz permet plusieurs récoltes annuelles. Le rendement moyen est de 15 quintaux à l'hectare pour le 5e mois, 23 quintaux pour le 10e. Notre guide nous expliquait que de nouvelles techniques permettaient d'augmenter encore le rendement à l'hectare. Nous voyons bien sur ces images tournées au mois d'avril les différentes phases de cette culture. Nous traversons le village de Mito. Les lignes électriques et téléphoniques s'entremêlent anarchiquement, c'est pire qu'à Saïgon. Comment les équipes d'entretien peuvent-elles reconnaître les réseaux lors de dérangements ? Après une heure de route, nous voici enfin sur les rives d'un des bras du delta. Les barques colorées s'alignent le long des quais flottants. Sur l'embarcation voisine, de nombreux touristes vietnamiens prennent place. Nous avons juste le temps d'échanger quelques signes d'amitié que leur embarcation s'écarte déjà du quai. Bon voyage et à bientôt peut-être. Notre tour vient enfin. Les eaux sont troubles. Le fleuve vient de traverser environ 4500 km. Les scientifiques sont divisés sur l'estimation de sa longueur exacte. Il est le 10e au monde et le 4e en Asie. Son nom, Mekong, signifie la rivière des 9 dragons. Il prend naissance dans l'Himalaya, traverse ensuite la Chine, borde le Laos et la Birmanie. Puis coule en Thaïlande et traverse en naissent les premiers bras de son delta qui vont se prolonger jusqu'au Vietnam. La surface du delta est d'environ 55 000 km², 18 millions d'habitants y résident. De petites embarcations nous attendent. Seulement 4 personnes peuvent prendre place à bord. Nous voilà partis pour une courte escapade à la découverte de petits villages implantés au cœur de la mangrove. Nous sommes coiffés du traditionnel chapeau chinois. Ce dernier, de forme conique, est tissé à partir de plantes séchées. Nous nous déplaçons lentement au cœur de cette végétation luxuriante. La marée de la mer de Chine remonte jusque-là. L'intérêt de ces mangroves est de retenir les terres. Sans elles, le fleuve envahirait les lieux. De part et d'autre du petit chenal sur lequel nous naviguons apparaissent de petites maisons. Cela prouve que cette mangrove est bien habitée. Nous pensions être les seuls à visiter les lieux. Quel ne fut pas notre étonnement en découvrant ces touristes vietnamiens. Petit à petit, la zone navigable se rétrécit. Hello. Hello. Bonjour. C'est le parking, il manque les parcs-mètres. Mais pas les bras de... Oh, quand même, c'est pas long. Les habitations sont de plus en plus nombreuses. Nous approchons sûrement d'un village. Les premiers habitants apparaissent sur les berges. Nous arrivons au terme de cette navigation insolite. Il n'y a pas ou peu de moustiques en ces lieux. Cela est dû au fait qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Nous sommes en marée basse, ces images en témoignent. Une végétation luxuriante envahit ces lieux. Nous découvrons des arbres jusque-là inconnus. Un groupe musical anime une dégustation de fruits exotiques. Des saveurs nouvelles viennent égayer nos papilles.
Un apiculteur nous propose de déguster sa production. À notre retour, nous traversons un village flottant de pêcheurs et d'éleveurs de poissons. La pagode Vintran fut construite en 1849. Elle est considérée comme étant la plus grande pagode de la région. Nous avons apprécié la compétence de notre guide. Je vous prie de bien vouloir l'écouter. Tout d'abord, cette pagode a été construite au début, au milieu du 19e siècle. Et, mesdames et messieurs, regardez d'abord la porte. Les deux belles portes. Et vous voyez sur le toit avec des morceaux de céramique, des vaisselles, des bouteilles. C'est le style de faïence. Quand on voit ça, ces monuments, on peut conclure tout de suite, c'est les architectes de Hue qui font ça. Les architectes d'origine de la citadelle impériale. Ils sont doués de faire ça. Et regardez, c'est toujours les décorations traditionnelles, comme les dragons partout. Et avec les génies de taoïsme. Et cette pagode, regardez la façade, c'est bien harmonisé. Regardez, ici on peut voir le style européen, le style chinois, le style vietnamien, le style khmer et le style Cham. Je vais parler de 4 styles. Le style japonais, c'est, vous voyez les carrelages sur les poteaux. Le carrelage, c'est le style japonais. Le style chinois, c'est des sentences parallèles à l'intérieur. Le style vietnamien, c'est des 5 compartiments à l'intérieur. Et le style Cham et Khmer, c'est le toit, vous voyez. Le toit, c'est comme dans les pagodes au Cambodge. Et le style européen, c'est quoi? C'est des escaliers de chaque côté. Voilà, les escaliers de chaque côté et les grilles. C'est le style européen. La pagode est située au cœur d'un magnifique parc ombragé. Comme partout en Asie, le bonsaï y tient une place privilégiée. On retrouve à l'intérieur les traditionnelles plaques funéraires dont nous avons déjà parlé. Sur celles-ci sont inscrits le nom du défunt, sa date de naissance, la date de son dossier et parfois une photo y est jointe. Nous pénétrons à l'intérieur et découvrons les nombreuses statues de Bouddha. Elles ornent les différents lieux de prière. Nous avons posé la question suivante à notre guide. Qu'est-ce qui diffère un temple d'une pagode ? Avec simplicité, il nous a expliqué qu'une pagode est un lieu dédié à Bouddha. C'est un lieu de prière. Nous avons visité, lors de notre séjour à Hue, la pagode de la Dame Céleste. Il s'agit d'un Bouddha. Un temple est un lieu dédié à un héros national, soit à un ange ou un saint imaginaire. À Hue, dans l'enceinte du mausolée du roi Minman, le temple de la stèle renferme les écrits racontant la vie du roi. Particularité du Vietnam, il n'est pas rare de voir se côtoyer bouddhisme avec d'autres cultures et religions dans l'enceinte d'une pagode. On trouvera des autels dédiés à Bouddha, les plus nombreux, entourés d'autres autels consacrés à d'autres divinités imaginaires telles que saints, génies ou âmes des morts. À l'extérieur, une statue de Bouddha géante veille sur les fidèles. La statue au milieu des fils. Un moment fort de ce voyage, le repas traditionnel de midi. La gastronomie vietnamienne est exceptionnelle. Rien de comparable avec la cuisine asiatique de nos restaurants. Un simple nem doit être dégusté avec passion. De ce poisson grillé, il ne restera que les arêtes. Vous ne me croyez pas, voyez vous-même. De grosses boules sont amenées à l'heure du dessert. Elles ressemblent à des lampions.
Avec une minutie particulière, nos serveuses commencent à les découper. Elles ôtent la partie supérieure de la grosse boule, puis avec soin la découpent en morceaux. Elles découpent ensuite une espèce de mélasse à la texture plutôt ragoûtante qu'elles envelopperont au centre des morceaux de peau prédécoupés. Connaissez-vous ce dessert? Il s'agit d'une gâterie sucrée réalisée à base de riz gluant. Et croyez-moi, c'est excellent. Au fait, pourquoi les motocyclistes portent-ils un masque? Pour certains, afin de se préserver de la pollution. Mais pour la plupart, il s'agit de se préserver des rayons du soleil. Bien que la température ambiante dépasse les 30 degrés, il n'est pas rare de voir les jeunes filles équipées de longs bas. Les jeunes Vietnamiens et Vietnamiennes ne veulent pas bronzer, ils veulent conserver une peau claire. Ainsi va la mode.